Bonjour à toutes et à tous, ici Margot, créatrice d'un petit rayon de braise, série de podcasts 100% pur beurre, interviews d'entrepreneurs bretons optimistes pour égayer votre journée. Merci d'être avec nous, c'est parti! Bienvenue pour ce premier podcast de la rentrée et c'est Bruno Baudard qui inaugure cette rentrée. Alors Bruno a beaucoup de casquettes. Il est ancien directeur du tourisme à Vannes, cofondateur de l'ONG Les Plus Belles Baies du Monde, également auteur du livre Les Fabuleuses Histoires des Plus Belles Baies du Monde, qui vous transportera dans toutes ses péripéties, ses aventures. Vous allez voir, c'est un formidable conteur. Il est également membre de la Fondation sur la recherche de la biodiversité, chevalier de la Légion d'honneur, et il contribue à sa commune Tréfléan puisqu'il est conseiller municipal. Vous allez voir, on va bien s'amuser. Bon, c'est parti. Voilà. Alors, je vais te laisser te présenter en 3 tags. Ça va être compliqué. 3 tags, c'est quoi 3 tags? Trois mots-clés qui te définissent. Quand j'étais adolescent, mes parents me disaient « Mais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ?» Et alors je disais « Je veux vendre Vannes, je veux voyager et aider les gens à être heureux. » Et en fait, j'ai réussi ce challenge. Je veux vendre Vannes, donc j'ai eu la chance de travailler pendant très longtemps comme responsable de l'Office du tourisme de Vannes, ma ville natale, et le golfe du Morbihan. Donc c'était une vocation que j'avais en moi. Voyager parce que c'est important aussi d'aller à la rencontre des autres pour partager des expériences, pour apprendre des choses. Et comme ça, eh bien, ça a servi pour notamment aider les autres, puisque dans le métier que j'avais de directeur d'office du tourisme, le moment le plus important, c'est quand je pouvais aider des porteurs de projets à les réaliser et à accomplir leurs rêves ou le bonheur, parce qu'ils avaient enfin réussi à faire quelque chose pour eux et pour les autres. Merci. Alors, dans une journée typique de Bruno, c'est quoi les 3 moments clés, tes 3 kiffs, comme on dit, tes 3 moments de bonheur d'une journée? Il n'y a pas une journée qui ressemble à une autre. J'essaye de varier un petit peu les plaisirs, de varier les rencontres. C'est vrai que j'aime les rencontres, c'est évident, et que je suis un petit peu frustré par le confinement parce que évidemment je ne peux pas aller à la rencontre des gens. Mais bon, il y a bien Zoom, mais ça ne remplace pas tout. Mais voilà, j'arrive à allier, et puis je me suis trouvé un intérêt pour l'écriture en parallèle, c'est-à-dire que le temps que je passe ici, je le compense par écrire des nouvelles, quelque part. Et puis en même temps, ça me permet aussi de faire un petit bilan sur un certain nombre d'actions et de réfléchir sur des projets. Et puis toujours monter des actions. Là tout à l'heure, j'étais au téléphone avec l'équipe cycliste de Cambodge, dont je suis le parrain, pour les aider à obtenir un process, à réaliser un process, avec un objectif qui est de participer aux Jeux d'Asie du Sud-Est qui auront lieu au Cambodge autour du temple d'Angkor, voilà, avec une médaille à la clé, c'est un souhait. Donc toujours essayer de travailler, je travaille en gigogne avec plusieurs dossiers. Alors quand il y en a un qui avance, je pousse dessus, après je passe à un autre, etc. Et comme j'ai plusieurs actions, plusieurs cordes à mon arc, je ne suis pas frustré. Voilà. C'est chouette d'avoir plusieurs cordes. Oui, ça permet de ne pas trop s'attacher sur quelque chose. Ça, c'est l'expérience que j'ai. Mon expérience montre que quand ça veut pas, ça veut pas. Bon, alors, donc là, à ce moment-là, on met de côté, et puis on va rebondir sur autre chose. Et le fait de travailler sur toujours 3 ou 4 projets en même temps, d'en laisser un de côté, laisser mûrir, d'en partir sur autre chose. Actuellement, par exemple, je travaille sur l'écriture d'un livre où je raconte une histoire vraie entre un Vanntais qui a vécu à l'étranger, qui est revenu à Vannes, et à son retour de Vannes, il a fait la connaissance de sa fille, et la fille a fait la connaissance de son papa à l'âge de 58 ans. Et je raconte pourquoi il est parti, comment ça s'est passé. Il est allé à Caracas, il a fait fortune à Caracas, et puis il a tout perdu avec les différents régimes de Maduro. Il est revenu, il n'a plus rien, mais par contre il a quelque chose d'extraordinaire qui lui arrive, c'est qu'il fait la connaissance de sa fille et de toute sa famille.
C'est fictif ou... C'est vrai. C'est vrai? C'est une histoire vraie que je suis en train d'écrire. L'histoire de Alain et Cathy. On a hâte de lire, ça sort quand? Ça sortira pour la fin d'année parce que c'est un véritable conte de Noël. En même temps, c'est très optimiste parce que Alain, évidemment, il a tout perdu. Hein. Il est rentré parce qu'il ne pouvait plus se faire soigner au Venezuela compte tenu des situations actuelles. Il s'est remarié au Venezuela. Il a une fille et un gendre et une petite fille. Eux, ils ont réussi à immigrer la fille et le gendre en Colombie. Alain a été rapatrié avec sa femme pour des raisons sanitaires et là maintenant ils se sont tous retrouvés à Vannes, sa ville de naissance, et en même temps il a découvert que Cathy, elle a un mari, elle a des filles, un fils, des petits-enfants, et donc il a tout perdu mais il a trouvé une tribu, et ça c'est extraordinaire, et c'est un grand cuisinier, et en même temps il adore faire la cuisine et faire plaisir aux autres, donc je trouve que c'est une belle histoire. Alors, tu parlais d'optimisme, justement, c'est le sujet du podcast. Comment, toi, tu définirais l'optimisme? L'optimisme, c'est qu'il faut croire dans sa chance. C'est-à-dire que si on n'y croit pas, c'est pas la peine. Il faut avoir un peu capacité à se dire que on n'est peut-être pas si mauvais que ça, etc. Donc, et si on ne croit pas en soi-même, il n'y a pas de chance que les autres croient en nous. Et puis, si on ne tente pas sa chance, il ne se passera rien. Donc, il faut tenter. Et c'est pas grave d'échouer, ça fait partie de la vie. On peut échouer. Moi, j'ai pu échouer peut-être. Mais j'ai surtout réussi des rencontres parce que j'ai tenté les choses, j'ai tenté les coups. L'expérience professionnelle que j'ai eue qui m'a le plus touché, c'est lorsque je rencontrais un porteur de projet, quelqu'un qui avait une idée, mais entre avoir l'idée et puis réaliser le projet, il y a un gap. Et là, je l'aidais, j'aidais cette personne en disant voilà, mais non, mais c'est formidable votre projet, on va réussir, on va y aller. C'était parfois difficile. J'ai un exemple d'un ami il est devenu ami, mais je ne le connaissais pas à l'époque, et il me dit voilà, j'aimerais organiser quelque chose autour du cheval. Je ne connaissais pas le cheval. Mais j'ai trouvé que c'était important, parce que le cheval, en Bretagne notamment, on a une relation particulière au cheval qui est très forte. Et je lui dis, votre projet, c'est formidable, je n'y connaissais rien, mais on va y aller. Donc il a créé un jump indoor à Vannes, mais très haut niveau, parce qu'il a fait venir les cavaliers normands, du sable de Fontainebleau, enfin c'était du top de chez top. Mais je me rappelle qu'à la fin de la première édition, il pleurait dans mes bras parce qu'il avait réussi quelque chose de formidable pour lui et pour les autres et pour ceux qu'il aimait. Donc c'est parce qu'on avait tenté des choses qu'on a réussi et qu'on a pu apporter du bonheur. Donc ça ne marche pas à tous les coups, mais si on n'a pas d'optimisme, si on n'y croit pas, on n'y arrivera pas. La chance ne sourit qu'à ceux qui y croient et aux audacieux. Et puis aussi dans la durée, c'est-à-dire que il faut s'accrocher, que parfois ça marche pas, mais c'est pas grave. Au bout du compte, il faut qu'on ait un résultat positif pour soi et pour les autres, et c'est ce qui me motive. Donc oui, moi j'ai de la chance parce que j'y crois, parce que j'ai peut-être une expérience aussi, et que je crois dans les gens, et je crois dans les humains, je crois dans les projets, et donc voilà, c'est mon moteur. Et actuellement, je suis reparti sur de nouveaux projets encore. Outre l'écriture du livre dont je viens de parler, mais des projets en Asie, etc. Et puis surtout de rassembler les hommes. Une opération extraordinaire que nous avons réussi dans le cadre des plus belles baies du monde, ça ne s'est jamais fait avant et ça ne s'est jamais fait depuis, c'est d'avoir organisé un congrès, par exemple, à la fois en Turquie et en Grèce. On a commencé à Bodrum en Turquie et on a fini à Patmos en Grèce. Jamais aucune opération n'a pu se faire sur les deux pays en même temps. Alors ça s'est fait parce qu'on est un pont parce que c'est la même mer, c'est entre les gens. Et je me souviens avoir présenté au maire de Bodrum le maire de Patmos et au maire de Patmos le maire de Bodrum en anglais, alors qu'ils sont à 25 km l'un de l'autre. Ils ne s'étaient jamais rencontrés, ils ne s'étaient jamais vus. Donc ça, ce sont des moments extraordinaires. Évidemment, c'est pas facile, parce qu'il faut aller à l'encontre des idées reçues, il faut aller à l'encontre du politiquement correct, il faut se battre. Mais quelle joie de pouvoir faire se réunir
des gens qui sont concernés par les mêmes problématiques d'environnement, la mer, etc. Donc si on a une cause juste, entre guillemets, bon, les choses peuvent changer, bien sûr, avec le temps, mais quand même, si on s'intéresse à l'environnement, si on s'intéresse aux gens, si on s'intéresse à ne pas trop dégrader ce qui est, par exemple au niveau du tourisme, pour moi, j'ai considéré que la qualité environnementale de notre territoire, c'était notre valeur absolue. À partir de ce moment-là, il faut le préserver. Si on préserve notre environnement et la beauté de nos paysages, on se garde une activité touristique. Si on détruit, ce sera triste pour nous, ce sera triste pour tout le monde. Et donc, il faut faire aussi preuve d'une certaine humilité par rapport aux éléments, par rapport à la mer, etc. Mais se dire qu'on est porté par cette vague qui fait que, voilà, on a peut-être quelque chose à apporter pour soi, pour les autres, pour laisser sa petite pierre dans l'univers. Et alors, dans cette période, on peut se permettre d'être optimiste? Oui, alors c'est difficile, bien sûr, c'est difficile parce que on s'attendait pas à ce qu'il y ait une première vague, alors la deuxième pas, la troisième pas, la quatrième, mais ça va où cette histoire-là? Alors évidemment, ça va modifier beaucoup de choses sur les relations, etc. Mais moi, je crois dans la capacité de l'adaptation, de toute façon. Il va falloir s'adapter. Les choses seront peut-être plus tout à fait comme avant. Il y a des choses qui resteront comme avant, mais il y a quand même des évolutions possibles. Bon, on le voit, tout ce qui est Internet, etc., prend le dessus. C'est évident, le télétravail ne peut se faire que parce qu'il y a justement des évolutions technologiques. Mais je crois qu'on peut arriver à faire à la fois de l'évolution technologique et continuer à faire rêver. Et donc, un des axes de travail auxquels je pense pour l'avenir, c'est tout ce qui est réalité virtuelle, qui nous permettra à la fois d'avoir des sensations, de vivre les sensations, tout en étant, je dirais, en capacité justement de vivre à distance par rapport aux nouvelles technologies et à la réalité virtuelle. Donc je crois beaucoup à ça. Ça sera une évolution, mais ça nous permettra de bouger sans bouger. Alors pour certains, c'est embêtant, mais quand je pense aux gens malades, quand je pense aux gens qui sont alités, etc., ils pourront continuer à voyager, même en étant alités. Donc je suis optimiste sur le fait qu'il y aura une adaptation forcée entre les nouvelles technologies qui sont évidentes, qui vont arriver, dont l'activité a été renforcée et même accélérée avec le Covid, et puis la capacité de continuer à rêver, à vivre des moments forts et des moments de bonheur. Donc voilà, ça c'est évident que là-dessus, il y aura une évolution très importante, et j'y pense déjà. Et tu parlais tout à l'heure d'échouer. Est-ce que toi, tu as vécu personnellement des échecs dans lesquels l'optimisme t'a permis d'en sortir? Oui, j'ai vécu des échecs, mais à vrai dire, je m'en souviens pas. Ou alors j'en rigole. Dans le premier livre que j'ai écrit sur les histoires, les fabuleuses histoires des plus belles bêtes du monde, je raconte mes aventures comme Tintin. C'est-à-dire que des fois, ça tombe à l'eau. Ça tombe à l'eau, mais j'en rigole, quoi, parce qu'en fait, sur le coup, c'est rageant, mais après, je me suis dit, c'est pas grave. Et puis, non, j'ai la capacité à me souvenir surtout des moments forts, des réussites. Mais pour arriver à des moments forts, et forcément qu'à un moment donné, il y a eu des difficultés. On n'a rien sans rien. Donc, j'ai pas tendance j'ai peut-être raté des choses. C'est possible, j'ai eu quelques ratages, mais à la limite, je m'en souviens pas. Je me souviens par contre des anecdotes. Par exemple, ce que je raconte dans le livre, j'avais été décoré au Vietnam de l'ordre le plus important du Vietnam pour les étrangers, c'est l'ordre de la fraternité entre les peuples, l'amitié et la fraternité entre les peuples. C'est très rare que cette médaille soit donnée à des étrangers, donc j'étais très, très fier de la porter là-bas. Et je me rappelle, on avait une réception à Halong. Donc j'avais mis ma médaille sur la poitrine, et puis je sifflais, je chantonnais sur le petit chemin qui m'amenait à la salle de réception, et il y avait un auvent, et au bout du auvent, je croyais que c'était de l'herbe, et en fait c'était des lentilles d'eau, et j'ai sauté dans l'eau, et je me suis retrouvé dans l'eau, trempé jusqu'à mi-corps. Il y avait juste la médaille qui dépassait, et me voilà arrivé trempé
Donc c'était une manière aussi de me rappeler une certaine humilité en disant Bruno, tu restes sur terre, etc. Bon, et puis c'est vrai aussi que j'ai une épouse qui est formidable, et donc tout seul, parfois c'est difficile, mais on arrive comme ça à garder les pieds sur terre, parce qu'elle elle est taureau, moi je suis verseau, je suis dans les étoiles, elle est très, très terre à terre, et donc quand je me vois déjà dans la stratosphère ou faire des choses extraordinaires, elle me dit d'abord, ok, mais tu ranges le lave-vaisselle ou tu plies les affaires, et là ça me remet les choses à niveau. Donc voilà, il faut rester aussi dans une certaine, il faut rester humble, voilà, faut pas trop se prendre le chou, se prendre pour quelqu'un qu'on n'est pas, mais voilà, si on arrive à apporter cette petite part de contribution, d'aide. J'ai encore un beau projet avec le Kiwanis pour les enfants handicapés, puisque c'est le Kiwanis dont je fais partie, Club Service. L'action, c'est pour les enfants et le handicap. Là, on va sortir quelque chose de nouveau. Voilà, on s'est vu hier. Donc, voilà, ça fait plusieurs cordes à mon arc, mais toujours dans le domaine de l'entraide. Voilà. Connexion, entraide. Et projets fous. Et projets fous, voilà, mais sans faire les choses sérieusement, mais sans trop se prendre au sérieux. Voilà, ça c'est important aussi. Garder les pieds sur terre si on peut, et puis s'amuser, parce qu'en fait, au final, d'apporter de la joie de vivre, etc., c'est du bonheur. Donc, si on peut s'amuser en même temps, et rire, et créer une atmosphère, une ambiance, c'est encore mieux, quoi. Donc, voilà, alors parfois c'est pas toujours si évident que ça, mais j'oublie les moments. Mais il est évident que si on veut faire un projet, ça se fait pas en 5 minutes, il faut y réfléchir, et on va forcément passer par des étapes qui sont plus ou moins difficiles. C'est pas grave, voilà. Et je considère pas ça comme des échecs, mais je considère comme ça comme les aléas qui vont amener jusqu'à la réussite in fine du projet. Et tu oublies simplement en passant à autre chose, ou est-ce que tu tires des apprentissages quand même, des enseignements? Bon, forcément, mais je retiens pas les mauvais côtés. Peut-être que je retiendrai un peu les coups bas qu'on m'a fait, plus que mes échecs. Les déceptions sur le plan humain, ça m'a pesé davantage par rapport à certaines personnes. Voilà, ça, c'est pas des rancœurs, c'est des regrets. Des regrets de certaines personnes qui, au final, voilà, n'ont peut-être pas été à la hauteur de ce que je pensais, ou n'ont pas joué le jeu. Mais c'est plutôt ça. Mais tant pis. Moi, je suis un fan des accords Toltec. Donc, les gens qui ne veulent pas suivre, je les mets de côté. Ça, j'ai arrivé. Et je crois beaucoup dans les accords Toltec. Ça, j'ai mon livre de chevet, voilà, d'essayer de faire du bien, d'essayer de bien dire les choses, d'essayer de pas trop juger, voilà, d'avoir un comportement correct. En gros, j'essaye. Hein. Mais je pense que les accords Toltec, c'est pas mal. Alors j'ai une question pour toi qui a été posée par ma dernière interviewée. Je croisais de questions. Hop, faut que je reprenne. Et c'est Alexia de Yamu. Je sais pas si tu as déjà goûté le restaurant Yamu qui est à l'Heureuse. Je te conseille d'y aller. D'accord. D'accord. Elle demande si tu as une référence ou une force que tu trouves, quelque chose de récurrent, à chaque fois que tu as besoin de retrouver de l'optimisme, une sorte de rituel ou des personnes qui te permettent de te redonner la patate. Oui, mais c'est un secret. Ah. Oui, j'ai quelque chose. J'ai quelque chose, bon alors c'est un secret, je peux le dire quand même. Alors. Si c'est un secret, sache que ce sera plus un secret. Ça sera plus un secret. C'est Saint-Antoine. Voilà. Un jour je doutais, et je savais qu'en rentrant dans telle église, à tel endroit, alors que j'étais jamais allé, j'allais rencontrer Saint-Antoine. Et puis je suis sorti de cette vision de Saint-Antoine qui m'a frappé. Et Saint-Antoine m'accompagne partout. Je suis allé à Lisbonne pour une opération, et
qu'est-ce que je vois dans l'église? La maison, même l'endroit où est né Saint-Antoine. Donc ce sont des rencontres un peu au hasard. Je vais aux Philippines, je suis allé aux Philippines, c'est mon dernier grand voyage sur l'île de Mindanao, dans la région de Davao, au sud. Et là, on m'a amené à une cérémonie à l'église de Saint-Antoine. Voilà. Donc Saint-Antoine, je ne sais pas pourquoi, mais il m'aide. Voilà. C'est mon petit secret que j'ai dévoilé, mais il est là. Il est là et il me dit, Bruno, continue, tu vas encore réussir à faire des choses. En Asie surtout. Bon, donc on verra la suite. Mais oui, j'espère que tu pourras voyager rapidement. Entre autres. Alors j'ai quelques petites dernières questions sur toi. Alors première question, une anecdote incroyable à nous raconter sur toi. Alors celle que tu as envie de mettre en avant, parce que je sais que tu en as vécu plein. Ah, alors une au hasard que je raconte dans les fabuleuses histoires des plus belles baies du monde. Je découvre une baie qui s'appelle la baie des Chaleurs, qui se trouve au Canada, entre le Nouveau-Brunswick et le Québec. C'est-à-dire que c'est le nord, la côte nord du Nouveau-Brunswick et la côte sud du Québec, en fait ce qu'on appelle la Gaspésie. Voilà, c'est québécois. Et on arrive à Bonaventure et je visite un musée, le musée de l'Acadie, des Acadiens. Bon, je ne connaissais pas trop les Acadiens par la chanson des Acadiens. Je savais qu'ils étaient sur ce territoire, mais qui étaient les Acadiens, je ne sais pas. Donc je rentre dans le musée, je m'y intéresse plus ou moins, et je vois le tableau des familles fondatrices. Je regarde le tableau des familles fondatrices, et je vois Bodard, mon nom, B-O derrière D. Ah, mon nom figure sur le tableau des familles fondatrices de l'Acadie. J'en rigole, tout le monde rigole. On va jusqu'à Percé, et de là, on attend le bateau pour nous amener sur la côte sud, en Nouveau-Brunswick, 150 km à peu près. Je pensais que c'était un grand bateau, c'est un Zodiac, avec un Canadien qui pilotait ça, et quand j'ai fait une erreur manifeste, c'est que je me suis mis à l'avant du Zodiac, mais quand on se mettait à l'avant, on ne pouvait plus passer à l'arrière une fois que le bateau était parti. Et puis on démarre et on se retrouve en pleine mer Atlantique, dans les nuages, il n'y a plus que les fous de bassin qui passent, la mer monte, et à chaque vague, paf, je me trouve projeté en l'air, et ça dure, et ça dure, et ça dure. J'avais mal au dos, j'attendais notre arrivée à Caraquette, en face. J'en pouvais plus de cette navigation, c'était épouvantable. Et donc on arrive à Caraquette, et là il y avait le chef de notre délégation qui est un Canadien que connaissait le maire de Caraquette, qui est une personnalité très connue, M. Landry, c'est une personnalité très importante de l'Acadie. Il reçoit donc notre responsable canadien qui s'appelle Guy, et puis moi derrière, je marchais, comment dirais-je, coupé en deux, je ne pouvais presque plus avancer, et j'arrivais pas à marcher, et on se retrouve comme ça directement arrivé à la mairie de Caraquette. Et là, il y a les discours, et puis moi j'étais plié en deux, et le maire se retourne un petit peu vers moi et dit, mais qu'est-ce que vous avez, tout ça? Mais j'ai dit, écoutez, moi j'ai fait la traversée Percé-Caraquette une fois, mais dans ces conditions-là, je la ferai pas la deuxième fois comme ça, monsieur le maire. Ah bon? Et pourtant, je suis d'une famille fondatrice de l'Acadie. Il me regarde, il dit, alors, on ne plaisante pas, parce que là, l'Acadie, c'est très sérieux. Il me dit, comment ça? Il me dit, vous appelez comment? Je m'appelle Bodard. Il me dit, ça ne dit rien. Et il demande à son directeur de service, amenez-moi le tableau des familles fondatrices. Et comme il arrive, c'est comme dans Frankenstein Junior, il amène le tableau comme ça. Et je dis, monsieur le maire, voyez, Bodard. Wow, t'es un descendant de la famille fondatrice d'Acadie. Il m'a embrassé, et à ce moment-là, la presse est arrivée. Vous, le descendant de la famille fondatrice, qu'est-ce que vous pensez de l'Acadie, etc. Et donc je suis devenu une vedette locale, alors que je ne connaissais pas du tout le pays. Mais après, j'ai eu un accueil extraordinaire, donc je me sens maintenant acadien d'honneur. Merci. Alors, la Bretagne et toi en un mot. La Bretagne et moi La Bretagne et moi, en un mot, Vannes. C'est très simple. J'en rajouterai un deuxième mot, c'est Golfe du Morbihan. Quand j'étais jeune, on n'avait pas la perception de la beauté du Golfe du Morbihan comme on l'a aujourd'hui.
Et donc, l'idée des plus belles baies du monde a consisté à renforcer le sentiment de fierté et d'appartenance de la population locale sur la richesse extraordinaire de cette baie, de ce golfe. Aujourd'hui, je pense que tout le monde considère que le golfe du Morbihan, c'est une merveille. Au début, c'est vrai que quand on a prétendu que ça faisait partie des plus belles baies du monde, tout le monde m'a ri au nez. Mais aujourd'hui, on en est conscient. Et je pense que grâce à ça, le golfe du Morbihan sera préservé pour les années à venir. Merci. Ton petit coin de paradis en Bretagne? Mon coin de paradis en Bretagne, c'est un autre petit golfe du Morbihan qui est moins connu. C'est la rivière d'Etel, du côté de Sainte-Hélène, du côté de Plouhinec. Ce sont des balades extraordinaires. C'est le golfe sans être le golfe, mais voilà, encore relativement protégé. Donc c'est le golfe que j'ai pu connaître quand j'étais jeune. Bien entendu, il y aura un développement sur la rivière d'Etel, mais les promenades autour de la rivière d'Etel sont absolument extraordinaires. Il n'y a pas que le golfe du Morbihan. Plutôt galette ou crêpe? Les deux, je suis très gourmand. Les galettes, dans mon enfance, pour la petite histoire, mon père a créé la première crêperie, la deuxième crêperie de Vannes. La première, c'était la crêperie Saint-Guénaël, à côté de la cathédrale, qui est très ancienne, mais c'était très peu connu. Et donc, il a créé la crêperie Timade, qui se trouvait en face de Monoprix. Il faut savoir que quand j'étais enfant, les crêperies, ça n'existait pas. Quand j'étais petit. On allait chercher les crêpes chez des femmes qui faisaient des crêpes à la campagne. Voilà. Et il n'y avait pas grand-chose. Hein. C'était crêpes aux œufs, au fromage, au beurre, au jambon, la complète, à peu près tout. Et on commandait les crêpes et on allait les chercher à Locminé, etc. Donc, dans mon enfance, je me souviens très bien qu'on appelait les crêpes, mais c'était des galettes, hein, bien sûr. On allait chercher les crêpes à la campagne. Et les crêperies sont arrivées après. D'accord. Oui. Comme ça, j'aurais appris quelque chose aujourd'hui. Voilà. Plutôt phare breton ou Queen Amman? Le Queen Amman, c'est 150% de matière grasse. Donc, comme j'ai un peu de diabète, il faut que je fasse attention. Je dirais plutôt biscuit breton. C'est bien aussi. C'est pas mal. La marinière, c'est toujours à la mode? Oui, et d'ailleurs, je me souviens quand on faisait des congrès, systématiquement quand on pouvait, les soirées de gala ou les sorties, on mettait des marinières pour tout le monde. Et ça marche toujours. Je les ai gardées parce que souvent il y avait le logo de la manifestation. Et ce qu'on faisait, on fournissait la marinière, plus le bol breton avec le prénom et des caramels salés dedans, avec un bol duc. Et ça marche à tous les coups. Et souvent, longtemps après, les gens m'ont dit « Oh, on a gardé le bol parce que ça nous a rappelé le bol que ma grand-mère m'avait ramené de Bretagne, etc. » Et on peut faire avec tous les prénoms, bien sûr les prénoms bretons, Kevin et tout ça, mais Jean-Paul, François et tout, ou Sylvie, ça marche toujours. Donc je dirais que c'est un peu cliché, mais c'est important parce que ça rappelle aussi un certain goût de l'enfance. Et un dernier mot en breton. En breton, je regrette de ne pas avoir appris le breton quand j'étais enfant, parce qu'à Vannes, on ne parlait pas breton. Et puis même, je trouvais que ça faisait pas bien de parler breton. Donc voilà, je n'ai pas eu une éducation bretonnante quand j'étais au lycée, etc. On était plutôt dans le rock and roll, hein. C'est vrai, c'était l'époque, hein, les cheveux longs, la mobilette avec l'écharpe qui était très longue. Enfin voilà, c'était les années 70. Et dans les années 70, on n'était pas du tout baigné par la culture bretonne. Voilà, j'irais Momestra, c'est-à-dire, allez, encore un coup. Merci. Merci. Et voilà, j'espère que cette interview, ce petit podcast vous a plu. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'article et la semaine d'après pour une nouvelle interview. Et vous allez voir, on va parler de chocolat, torréfaction et ça va sentir super bon. Je vous souhaite en attendant une très très belle semaine et vous dis à bientôt, bonne rentrée.